Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons animer un webinaire sur le thème de la transmission. L'objectif de ce webinaire sera de répondre à la question comment assurer la transmission sereine et optimisée de votre patrimoine. Avant de commencer cette présentation, je vais vous rappeler deux petites consignes. Donc, la première, c'est que nous allons couper vos micros. Cela permettra de rendre la présentation plus audible à la fois pour les animateurs et pour vous aussi. Le deuxième point, c'est qu'à la fin de cette présentation, nous allons vous envoyer via le chat du webinaire un feedback form. Donc, il s'agit d'un questionnaire qui nous permettra de récupérer vos avis pour nous pouvoir nous améliorer. Arrête pas la vidéo. Et pour vous, de votre côté, ça vous permettra de pouvoir demander les slides de présentation et pouvoir les récupérer ainsi. Le webinaire va durer 1 heure et demie et sera coupé en deux parties. Donc, une première partie de présentation et une deuxième partie qui sera une partie de questions-réponses. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, Oui, mais à mettre vos c'est à 10 questions heures que tu vas, toi. 9 heures. Ouais, dans le chat. d'accord. Donc, cette présentation, elle sera animée par deux personnes. Elle sera animée par Gabriel Outers, qui est co-gérant de Culture Patrimoine, et Alizé Befara, qui est, elle, est analyste, qui est chez Culture Patrimoine depuis 3 ans. Ils sont tous les deux dynamiques et chaleureux et ils seront les plus à même de vous présenter ce thème de la transmission. Un petit mot sur Culture Patrimoine pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et multifamily office qui existe depuis maintenant 20 ans. On aime bien utiliser l'image du Sherpa patrimonial pour nous représenter parce que notre objectif, c'est de vous accompagner sur le chemin de votre patrimoine et sur l'accompagnement de toutes vos problématiques. Et nous faisons cela avec technicité, expérience et fiabilité. Si je devais poser 4 questions pour décrire Culture Patrimoine, ce serait dans ce premier temps, quel est notre métier? Notre métier, c'est d'offrir des services patrimoniaux de conseil, de mise en œuvre et d'accompagnement. La deuxième question, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Donc, on ne s'adresse pas uniquement aux gens qui ont du patrimoine ou de très hauts revenus, mais on s'adresse en fait à toutes les personnes qui auraient des problématiques patrimoniales. Notre objectif, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de vos sujets patrimoniaux, privés ou professionnels. Et enfin, comment on met en place ces 3 premiers points? C'est grâce au triptyque évoqué précédemment, la technicité, l'expérience et la fiabilité. Donc, cette présentation va être faite en 5 parties. La première répondra à la question de comment optimiser fiscalement votre donation. La deuxième, sur comment assurer un lot équitable entre les héritiers et ainsi éviter les conflits. La troisième partie sera consacrée à comment donner directement de grands-parents à petits-enfants ou entre branches de même famille. La quatrième partie sur comment encadrer ou limiter l'usage de votre donation. Et enfin, la dernière partie, comment préparer la transmission au travers de l'assurance vie. Tout au long de ce webinaire, vous allez être accompagné de Monsieur Patrimoine qui servira à illustrer les différents exemples. Et maintenant, je vais donner la parole à Gabriel Outers qui va commencer cette présentation. Merci Lucas. Donc, on va rentrer dans le vif, mais avant de commencer à savoir ce qu'on va donner, comment on le donne, ainsi de suite, souvent la première question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que je donne? Et avant tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que j'ai besoin. On va se fonder sur le bon vieil adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc avant tout, il faut bien définir son besoin en train de vie, bien définir la poche qui nous couvre avec de la marge, parce que donner ses données, reprendre ses volets. Donc il faut avoir bien en tête qu'on ne donne pas derrière pour après avoir un soutien financier avec des dépenses qui peuvent augmenter, notamment avec la fin de vie. Et donc, il faut vraiment bien faire attention à ça. Une fois qu'on a bien défini ça et qu'on a bien défini la part de notre patrimoine qui nous sert à vivre et à assurer notre train de vie, il y a ce qu'on peut transmettre. Et ça, soit on le transmet à des descendants, des collatéraux. Il y a aussi la question de se dire, est-ce que je vais aller sur de la philanthropie? Et c'est des éléments qu'on va aborder aujourd'hui. Et sur les enjeux, je vais laisser la parole à Alizé. Super, merci Gabriel. Donc, quels sont les enjeux de cette présentation? Finalement, ce sont des enjeux de 2 ordres. Donc, dans un premier temps, il y a des enjeux qui peuvent être plus évidents au premier abord, qui sont les enjeux fiscaux. Donc, du fait que les droits de donation peuvent chiffrer jusqu'à 45%, et ça en ligne directe. Donc, qu'est-ce que j'appelle la ligne directe? C'est la parent à enfant.
et le fait que 74% des Français aujourd'hui de plus de 45 ans ne connaissent pas les droits de succession qui vont s'appliquer sur leur patrimoine. Donc ça, c'est 2 chiffres qui sont assez importants et parlants. Et aujourd'hui, il existe des outils qui permettent d'améliorer le constat de la transmission. Donc ça, c'était pour les enjeux fiscaux. Et on a aussi des enjeux familiaux qui sont peut-être moins évidents au premier abord, mais anticiper sa transmission, ça permet d'éviter des querelles familiales, parce que lorsqu'une succession n'est pas anticipée, eh bien, il peut y avoir des querelles familiales, que ce soit des familles classiques ou bien recomposées. Et le fait aussi que la transmission, eh bien, ça confronte à sa propre mort. Et ça, c'est pas très agréable. C'est un sujet qui peut être tabou et pas forcément à l'aise. Et donc, on va repousser ce sujet et parfois jusqu'à ce que ce soit trop tard pour anticiper. Donc, voilà pourquoi les enjeux familiaux sont tout aussi importants que les enjeux fiscaux. Je rajouterais même que il y a des statistiques qui étaient sorties. Il me semble que c'est quasiment une succession sur 2 qui se passe mal. Donc, vous voyez l'enjeu quand même de vraiment bien gérer ça. Et là, on va parler d'un autre sujet, après avoir parlé du décès très agréable, qui est l'impôt, la fiscalité. Et l'intérêt de donner le plus tôt possible. Évidemment, sans se démunir et sans après se retrouver dans une situation compliquée en termes de flux. Le premier intérêt, c'est les abattements. Donc, comme l'a dit Alizé, on va avoir un taux qui va monter jusqu'à 45% sur de l'argent qui a déjà été imposé par le passé. Potentiellement, vous avez payé de l'IFI, l'ISF avant dessus. Donc, ça fait beaucoup. Et là, il y a encore une couche à 45% qui peut monter jusqu'à 45%. Donc, tout l'intérêt de donner tôt est de bénéficier d'un abattement, c'est-à-dire pas d'impôt, jusqu'à 100 000 euros en ligne directe, c'est-à-dire aux enfants, 15 000 euros pour les frères et sœurs, 80 000 euros entre époux. Alors attention, c'est 80 000 euros entre époux quand je donne, c'est 0 quand je décède. Quand c'est ce qu'on appelle un leg, ce qu'on touche quand on décède. 32 pour les petits-enfants. En donation, 1 500 en succession, donc il n'y a quasiment rien. Donc on se dit, ah oui, les petits-enfants, il y a quand même un vrai sujet. Et 8 entre neveux et nièces. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important de tous ces chiffres, en ligne directe aux enfants, jusqu'à 100 000, pas d'impôt. À mon conjoint, pas d'impôt si je décède, pas d'impôt sur la totalité, pas d'impôt jusqu'à 80 000 en donation. On se dit, bon, l'époux, la donation, peut-être ça peut se discuter. Et sur les petits-enfants, 32 en donation et quasiment rien, 1 600 euros en succession. Donc on voit que dans les enjeux principaux, il y a les petits-enfants donnés, il y a quand même un réel intérêt par rapport aux successions. Et puis les enfants, pourquoi? Parce que cet abattement, une fois qu'il a été utilisé, il a une durée de vie de 15 ans pour se recréer. C'est-à-dire que si j'ai fait ma donation en 2022 à hauteur de 100 000 euros, si je décède ou si je redonne dans les années après, on va regarder ce qui a été fait, ce qui a été utilisé dans cet abattement, et on va pas pouvoir le réutiliser, il ne va pas se recréer. En revanche, si j'ai donné en 2022, en 2037, il sera recréé, je pourrais à nouveau donner 100 000 euros sans droit de succession. D'où l'intérêt de donner le plus tôt possible pour permettre à cet abattement d'être utilisé et de se recréer. Un autre abattement également, qui lui est possible de n'avoir qu'en cas de donation, c'est un abattement pour don de somme d'argent. C'est-à-dire que quand on donne du cash uniquement, il y a un abattement supplémentaire de 32 000 euros. Enfin, moins de 80 ans pour donner, il faut donner à un majeur. Bon. Donc là, on peut en plus ajouter à ces 100 000 une couche à 32, ou aussi pour les petits-enfants aux 32 précédemment, une deuxième couche à 32, donc on peut doubler. Donc il y a un réel intérêt à l'utiliser pour éviter d'avoir des droits de succession, de donation dessus, et leur permettre potentiellement de se recréer et de recommencer. Exactement. Donc, ensuite, une fois qu'on a appliqué cet abattement, donc sur ce que vous voulez donner ou céder, on va appliquer un barème, un taux. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un taux qui va de 5 à 45%. Donc, ça peut aller assez vite parce que ce qu'on va constater, c'est que dès 15 000 euros, on sera dans la tranche à 20. Donc, on est très rapidement dans la tranche à 20% de taxation. Donc, ça, c'est un premier point à constater sur ce barème. Ce barème, je précise que c'est le même barème pour la donation ou la succession et c'est le barème ligne directe, donc le fameux barème enfant apparent. De la même manière que les abattements, ils se renouvellent tous les 15 ans. Et donc, on peut reprofiter des tranches basses tous les 15 ans. Donc, comment on fait si on veut donner comment on calcule si on veut donner? Eh bien, on va aller regarder des 15 dernières années ce qui a déjà été donné, quels abattements ont été utilisés
quelles tranches du barème ont été utilisées. On va rajouter la nouvelle succession au barème, enfin la nouvelle donation au barème pour calculer les droits. On va avoir un montant de droits et on pourra déduire les droits de l'ancienne donation pour avoir le nouveau montant de droits à payer. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce barème, on peut profiter des tranches basses tous les 15 ans, d'où l'intérêt de faire une donation au plus tôt. Alors, donner au plus tôt, on en parle, vous allez me dire peut-être, et c'est bien beau, mais moi, j'ai besoin de mon patrimoine pour moi, pour me sécuriser en termes de flux. On peut quand même donner plus tôt et on peut utiliser ce qu'on appelle le démembrement de propriété, un terme un peu barbare et agressif dès 9 h du matin. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir donner tout en conservant l'usage et les revenus du bien potentiellement. Missy! Ah, je pense que quelqu'un a oublié de couper son micro peut-être. Donc, c'est une notion, le démembrement de propriété, c'est une notion qui a quelques années derrière elle, hein, puisqu'elle date des Romains. Donc, on a plus de 1600 ans dessus. Donc, autant vous dire que c'est une notion qui est solide. Et l'idée, le concept, c'est quoi? C'est de dire que la propriété, le fait d'être plein propriétaire, se divise en deux choses. Le droit d'utiliser et de percevoir les revenus, fruits, qu'on va appeler l'usufruit, et le fait d'être propriétaire sans avoir ce droit, qu'on va appeler la nue propriété. Pour le schématiser avec un pommier, donc ça serait dans un cas une personne qui a le droit de récolter, de vendre et de manger les pommes, mais il n'est pas propriétaire de l'arbre. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est propriétaire de l'arbre, mais qui n'a pas le droit de toucher aux pommes. Et évidemment, aucun des deux ne peut couper l'arbre, puisqu'on voit bien que ça casserait le droit de l'autre. Cet usufruit, du coup, pour revenir dessus, il est toujours, on peut revenir au slide d'avant, cet usufruit est toujours à durée limitée. C'est-à-dire qu'il va toujours s'éteindre. En général, celui que vous avez dû rencontrer au moment probablement d'une succession, c'est celui qui est viager, donc au décès de l'usufruitier. Et donc, quand l'usufruitier va décéder, son droit va s'éteindre et le nu propriétaire va devenir plein propriétaire. Donc, l'idée, évidemment, c'est que vous transmettiez la nue propriété à vos enfants, héritiers, autres, enfin bref, et vous conservez cet usufruit pour continuer à en user et à avoir les fruits. Évidemment, et on va passer au slide d'après, si je vous dis demain, je vous vends ou je vous donne un bien dont vous n'avez pas le droit de l'utiliser ni de percevoir les revenus, vous allez me dire d'accord, mais la valeur, ce n'est pas la même. Vous n'avez pas payé la même valeur un bien que vous avez le droit d'utiliser qu'un bien que vous n'avez pas le droit d'utiliser jusqu'au décès de la personne. Et évidemment, de manière très pragmatique, comment on fait pour valoriser ce bien? C'est simple, il y a un barème qui existe, qui dépend de l'âge de l'usufruitier, puisque c'est au décès de l'usufruitier qu'on récupère le bien. Donc, on se dit, si l'usufruitier a 20 ans, normalement, ce n'est pas tout de suite que je devrais récupérer le bien. S'il en a 104, bon, peut-être Jeanne Calment, mais a priori, il n'en aurait plus, il y en avoir pour 50 ans. Et donc, très simplement, en fonction de l'âge de la personne, et là, du coup, si vous avez un premier point d'alerte, c'est si vous approchez d'une année en 1, donc 51, 61, 71, 81, 91, il faut agir très vite, puisque dès que vous passez ce 1, vous allez prendre 10%. C'est un barème en plus qui n'est pas sécable. Donc, c'est vraiment, boum, vous passez le 1, à un mois près, à une semaine près, vous avez 10% de valorisation en plus dans la nue propriété qui est prise. Et donc là, vous voyez que toute l'idée, c'est de transmettre donc ce bien avec cet abattement. Donc, on va le transmettre. Imaginons que vous ayez moins de 61 ans. Le bien va valoir que 50%. Et donc, on va payer des droits de donation que sur 50%, tout en profitant de l'abattement de 100 000 euros. Donc, sur une maison à 100 000 euros, à 200 000 euros, pardon, eh ben, on transmet 100 000 euros avec un abattement de 100 000, ça fait 0. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet abattement, il est par parent, par enfant, si on reste sur les enfants. Donc, ça veut dire que typiquement, un enfant peut recevoir jusqu'à 200 000 euros de l'ensemble de ses parents. Donc, si le bien en plus est commun, on se rend compte qu'on peut même arriver à une situation où on peut transmettre un bien de 400 000 euros sans droit, tout en vous conservant l'usage, les fruits du bien jusqu'à votre décès. On peut faire un transfert à son conjoint. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est vraiment quelque chose à utiliser et je dirais à user et à abuser. Donc, on va faire un petit cas pratique assez concret pour se rendre compte de l'utilité finalement de ce démembrement de propriété. Donc là, on a Monsieur Patrimoine qui a une maison qui vaut 600 000 euros aujourd'hui. Et lui, ce qu'il veut, c'est transmettre cette maison à Marie et Paul, qui sont ses deux enfants.
Donc, qu'est-ce qui se passe s'il ne fait pas cette donation au préalable au moment de la succession? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre maison qui vaut 600 000 € sur laquelle on va aller appliquer ces fameux abattements de 100 000 € chacun, donc 200 000 € en tout. Et donc, la base taxable, ça va être nos 400 000 € sur lesquels on va appliquer notre fameux barème de tout à l'heure de 0 à 45%. Et cela représente 84 000 € de frais à payer. Sauf que Monsieur Patrimoine se pose la question, qu'est-ce qu'il se passe si je fais un démembrement de nue propriété à l'âge de 65 ans? Notre barème de tout à l'heure, il nous indique qu'à 65 ans, la base taxable, ce n'est pas 100%, mais c'est 60%. Donc, on va prendre 60% de nos 600 000 €, donc 360 000. On réapplique nos mêmes abattements, ils ne changent pas, nos 200 000 €. Et on a une base taxable après abattement à 160 000 €. Donc là, les droits de frais à régler, ils sont 36 000 €. Donc déjà là, on réduit la facture fiscale. Mais Monsieur Patrimoine, il se demande, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait ce fameux démembrement à l'âge de 45 ans? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre base taxable qui est 40% de notre valeur initiale. La nue propriété représente 40%. Donc, finalement, ce sera que sur 240 000 € qu'on va aller appliquer nos abattements. De 200 000 €, on a 40 000 € qui sont finalement fiscalisables et donc fiscalité de 12 000 € qui s'ensuit. Et donc, on constate que sans faire cette donation en démembrement, en comparaison à la faire à 45 ans, on gagne 72 000 € de fiscalité sur un bien à 600 000 €. Et donc, c'est vraiment un mécanisme qui est assez massif lorsqu'on fait cette donation en nue propriété. Petit warning à avoir au préalable, c'est que lorsqu'on fait cette donation, eh bien, la fiscalité, il faut la payer au préalable, ce qui n'est pas le cas d'une succession. Bon, on a vu l'intérêt de donner tôt, mais on peut aussi se poser la question de donner également tard. Est-ce que c'est trop tard, c'est perdu? Voilà, non. Il y a toujours des choses à faire. Déjà, c'est jamais déconnant de donner en nue propriété parce qu'on va quand même gagner 10, 20% sur la valeur du bien. Donc, sur des droits qui peuvent monter à 30, 40, 45%, il faut le prendre. Mais également, c'est aussi sur la manière dont on structure la donation. Si vous décédez, la personne va hériter d'une somme d'argent, 100, ces 100 vont être imposés. À l'inverse, si vous donnez de votre vivant, vous pouvez choisir que les droits à payer ne sont pas à la charge de la personne qui reçoit, mais sont à votre charge. Pourquoi faire ça? Parce que quand vous mettez à la charge de la personne qui reçoit, ça revient à ce qu'il soit imposé sur l'argent qui va lui servir à payer les droits. Vous voyez, c'est le serpent un peu qui se mord la queue. Alors que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez dire, ben voilà, c'est moi qui vais payer et du coup, l'assiette va être plus basse. Je vais l'illustrer avec un cas pratique après plus complet, mais je vais l'illustrer avec un exemple très simple d'abord. Je donne 100, on va dire que dans la tranche à 40, 100, 40, la personne paye 40, il lui reste 60. On est d'accord? Deuxième cas, je lui donne 60, mon assiette c'est 60, j'ai payé 40% de 60, si c'est 6, 12, 12, 24, je paye 24. Donc ça revient à 60 plus 24 à 84 versus 100 en coût total au global. Donc on voit qu'en plus il y a un petit delta et après on peut équilibrer ça pour que l'ensemble soit transmis ou passe en droit de donation. Mine de rien, on se rend compte qu'il y a quand même un gain de l'ordre de 15% là, juste sur cet exemple très simple. Pour prendre un exemple un peu plus concret, un cas pratique un peu plus complet et précis. Donc, situation classique, je décède, je n'ai pas donné. Donc, il y a 3 millions d'euros de patrimoine, il y a 3 enfants. Vous voyez, les choses sont bien faites. Ça fait 1 million d'euros par enfant. En termes de droit de transmission, droit de partage, tout compris, frais de succession, donc on a 736 000 de droits à payer. Donc, au global, ça fait 2 millions d'euros répartis entre les 3 enfants. Dans le cas où on a pu donner en amont, alors on précise une donation partage, on reprendra la définition de ce que c'est qu'une donation partage et on verra à quel point c'est important. Donc 2 millions net en poche. Deuxième cas, on se dit tiens, on va donner 2 483 aux 3 enfants. Au total, ça fait 516 de droits à payer par les enfants et ils ont 2 millions 4 partagés en 3. Vous voyez, on a corrélé et l'ensemble 2 millions 4 plus 500 fait bien 3 millions. Donc, ça fait quand même une économie de 200 000 euros, juste avec cet effet. Et si on se dit en plus,
On a fait une petite nue propriété. On peut aller récupérer 10-20% à droite, à gauche. Vous voyez que l'effet peut être encore optimisé. On peut aller chercher 200 000 – 300 000 € comme ça. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie qui est celle de comment assurer des lots équitables entre héritiers et ainsi éviter les conflits. Donc là, on va aller répondre finalement aussi à l'enjeu familial qu'on a vu au début de la présentation. Donc, on va parler dans un premier temps de réserve héréditaire avec donation en avancement de part successorale, etc. Et on va expliquer la donation partage donc, que l'on a vu juste avant et on fera un petit cas pratique sur tous ces éléments. Donc, aménager la réserve héréditaire. Donc, on va commencer déjà par définir ce que c'est une réserve héréditaire. En fait, au moment de votre succession, on va regarder votre actif successoral et il se répartit en deux parties. D'un côté, la réserve héréditaire et de l'autre côté, la quotité disponible. Donc, la réserve héréditaire, en fait, c'est la part de votre patrimoine qui est réservée à certains de vos héritiers. Savoir qu'en France, on ne peut pas déshériter ses propres enfants. Donc, c'est la part qui est réservée à ces héritiers-là. Le reste, c'est la quotité disponible. Et donc, cette part, c'est vraiment la part sur laquelle vous pouvez l'attribuer à qui vous le souhaitez, dont vous pouvez disposer totalement librement. Et donc, comment on calcule ces deux parties? Ça va dépendre du fait que vous soyez marié ou non et si vous avez des enfants. Donc, première situation, vous êtes marié avec des enfants. Ça dépend de votre nombre d'enfants. Donc, si vous avez un enfant, la réserve héréditaire, c'est la moitié de votre patrimoine, 50%. 2 enfants, ça va être 2 tiers de votre patrimoine, 1 tiers chacun. Et 3 enfants, c'est 3 quarts de votre patrimoine et c'est 3 enfants et plus et ils se répartissent ces 3 quarts-là. Et du coup, la quotité disponible, ça va être le reste, comme on peut très bien le voir sur ce schéma qui s'applique. Petite précision, si jamais vous n'avez pas d'enfant mais que vous êtes marié, eh bien dans ces cas-là, votre époux, il est réservé, il a le droit à une réserve héréditaire de 1 quart de votre patrimoine. Voilà. Je précise juste que ces pourcentages-là, ça s'applique en pourcentage de votre patrimoine et non pas en montant. C'est vraiment un pourcentage de votre actif successoral qu'on va aller chercher. Donc, réserve héréditaire, quotité disponible. J'ai envie de dire, quand je donne, du coup, je choisis de donner dans quelle case? Il y a plusieurs types de donations pour ça. Première, c'est la donation qu'on va appeler en avancement de part, qui est connue aussi sous son petit nom d'avancement d'Oiry. C'est moins utilisé maintenant. Donc ça, avancement de part, comme c'est indiqué, on va donner en fait en avancement de la part réservataire à l'héritier. Et donc au moment du décès, quand on va devoir tout recalculer, puisqu'au moment du décès, on réintègre toutes les donations pour voir si quelqu'un n'a pas été plus avantagé que quelqu'un d'autre, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va imputer sur sa réserve ce qui a déjà été donné précédemment. Ça va s'imputer sur la réserve héréditaire et si ça dépasse de la réserve héréditaire, ça viendra ensuite sur la quotité disponible. Deuxième cas, la donation hors part successorale, donation rapportable. Donc celle-là, elle s'impute sur la quotité disponible directement. Et donc là, on va faire le chemin inverse, on va donner, ça va s'imputer sur la quotité disponible. Et puis si ça dépasse, ça va s'imputer sur la réserve, si la personne a une réserve évidemment. Et si ça dépasse, là, dans ce cas-là, les autres héritiers pourront demander ce qu'on appelle une action en réduction. C'est-à-dire qu'ils vont dire, attendez, cette donation, elle a pris la quotité disponible, elle est sur la réserve, elle dépasse de la réserve, donc elle vient en fait manger notre part de réserve. Donc, on va demander à réduire cette donation et donc à réintégrer, à ce que la personne en gros rembourse une partie de cette donation pour qu'ils récupèrent leur réserve. On ne va pas rentrer plus dans le détail parce que c'est un sujet très intéressant mais qui est très compliqué et qui prendrait beaucoup de temps à expliquer. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Johnny Hallyday avec la succession, où on a une action de ses enfants contre Laetitia parce que justement, ils l'accusent de manger leur réserve héréditaire. Exactement. Donc, après ces deux types de donations qu'on a vues avec Gabriel, on va regarder la donation partage et les soults. Donc, qu'est-ce qu'une donation partage? Donc, par essence, une donation partage, on n'a pas le droit d'être en indivision. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez donner un bien à vos 2 enfants, eh bien, vous n'avez pas le droit parce qu'il ne doit pas y avoir d'indivision, donc il faut au moins qu'il y ait un bien chacun. Donc, ça, c'est un principe de la donation partage. Je précise que la nue propriété qu'on a vue tout à l'heure peut tout à fait s'appliquer sur une donation partage. Et sur une donation partage, vous n'êtes pas obligé de donner de manière égale à vos enfants. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait donner un bien plus important à l'un et
donner ou ne pas donner des biens moins importants à l'autre. Et le premier enfant qui a plus reçu pourra donner une soulte, par exemple, à ses frères et sœurs, on le verra tout à l'heure dans un cas pratique, pour rétablir justement cette égalité. Point très, très important de la donation-partage, qui est vraiment la chose qui fait que ça a de l'intérêt, ça va être la valeur prise en compte. Pour une donation simple, on fait la donation et au moment de la succession, on regarde la valeur des biens au moment de la succession pour les réintégrer dans l'actif successoral. Avec la donation-partage, au moment de la succession, eh bien, on prendra la valeur des biens au moment de la donation et non pas au moment de la succession. Et c'est la différence de prise en compte, de moment de prise en compte de cette valeur qui est vraiment important pour la donation-partage. On va illustrer dans un premier temps la donation-partage et la soulte. Monsieur Patrimoine, il a un bien immobilier à 300 000 € qu'il veut transmettre à Marie. Sauf que Marie, elle a assez de liquidités pour les transmettre à ses frères et sœurs. Donc, dans ces cas-là, elle va pouvoir donner 100 000 € à un de ses frères, 100 000 € à l'autre. Et donc, dans cette situation, tout le monde aura reçu 100 000 € de la part de Monsieur Patrimoine. Donc, on a une situation qui est tout à fait égalitaire là-dedans. Ça fonctionne pour la donation-partage. Petite précision pour la donation-partage, on peut le faire sur des héritiers présomptifs. Donc, ça signifie qu'on peut le faire aussi sur des petits-enfants, des neveux, des nièces, des oncles, des tantes. Voilà, c'est également possible de le faire sur ce type d'héritier. On peut aussi faire une donation-partage conjonctive, ça veut dire un couple qui souhaite donner un bien commun. Et on peut le faire sur une famille recomposée, notamment. Si dans cette famille recomposée, comme on l'a sur cette petite illustration, il y a 2 enfants communs au sein de ce couple. Donc, c'est-à-dire qu'on peut donner un bien commun si on respecte ces conditions à nos enfants communs ou à nos enfants d'un premier lit. Donc ça peut être également très intéressant dans ce cas de figure qui se présente de plus en plus souvent. Donc, petit cas pratique chiffré de la donation-partage et de son impact vraiment important. Monsieur Patrimoine, il a donc une maison de 600 000 € et il a une somme d'argent de 350 000 €. Il donne la maison à Marie et l'argent à Paul. Marie, elle va prendre soin de ce bien et le valoriser. Donc, il va valoir 800 000 € au moment de la succession. Et Paul, lui, il est un peu dépensier. Il a voulu faire un tour du monde. Et donc, cette somme d'argent, il n'en reste plus rien au moment de la succession. Qu'est-ce qui se passe au moment de cette dernière? Si on ne faisait pas cette donation-partage, eh bien, on regarderait la valeur du patrimoine au moment du décès. Donc, c'est 1 million pour Monsieur Patrimoine. Et on réunirait fictivement les donations qui ont été faites. Dans notre situation, on regarde au moment du décès, il reste une maison à 800 000 €. Et donc, la masse de calcul totale, c'est notre million et nos 800 000 €, donc 1 800 000 €. Chacun doit avoir 900 000 €. Et donc, vu que chacun doit avoir 900 000 € et que Marie, elle a déjà ses 800, et bien, au moment de la succession, on lui donne uniquement 100 000 €. Paul, lui, il recevra le reste de 900 000 €. Et donc, si on fait un total de ce qu'ils ont réellement reçu, Marie a reçu 700 000 € et Paul a reçu 1 250 000 €. Et c'est là que ça peut créer des conflits importants au sein d'une fratrie au moment d'une succession. Qu'est-ce que change la donation-partage finalement? Avec la donation-partage, on a toujours notre patrimoine successoral d'1 million. On va faire une réunion fictive de la donation-partage, sauf que là, on regarde au moment de la donation. Donc, 600 000 € de notre maison, plus 350 000 € pour notre somme de cash. Donc, finalement, on est sur 1 950 000 €. Chacun doit recevoir une part. Et donc, le reste à recevoir ici pour Marie, c'est bien 375 000 €, 625 000 € pour Paul. Et au total de ce qu'ils ont réellement perçu, c'est 975 000 € chacun. Donc, on a une égalité parfaite. Et dans ces cas-là, Marie, eh bien, elle n'est pas, entre guillemets, sanctionnée d'avoir été bonne gestionnaire là-dessus. Elle n'est pas pénalisée. Et donc, ça évite des conflits au sein d'une fratrie, notamment d'anticiper via une donation-partage. Voilà pourquoi elle est importante. Donc, on a parlé des cas généraux de transmission. On va rentrer un peu plus dans le détail sur les transmissions directement des grands-parents aux petits-enfants. Pourquoi on aborde ce sujet? Parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. En effet, avec l'allongement de l'espérance de vie, il arrive maintenant qu'on reçoive une succession quand on a 60 ans et que en fait, notre patrimoine est déjà créé. On n'a pas forcément besoin de ce revenu, de ce patrimoine en plus. Et de plus en plus, on voit des personnes qui vont refuser des successions pour que ça aille directement à leurs enfants. Donc, du coup, on est sur la transmission grands-parents, petits-enfants. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même l'anticiper en amont, puisqu'on a aussi des situations où des personnes ont reçu un patrimoine
par donation avant et maintenant ils n'ont plus vraiment besoin, ils aimeraient le transmettre à leurs enfants qui vont avoir la trentaine et qui commencent à avoir besoin d'argent pour acheter leurs appartements, leur patrimoine, ainsi de suite, leur résidence principale. Et donc, on va voir en particulier la donation-partage transgénérationnelle, résiduelle, graduelle ensuite, et on va voir des cas pratiques. Mais dans un premier temps, la donation-partage transgénérationnelle. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va sur une donation qui a déjà été réalisée, là dans la situation d'une donation de 3 millions à Paul, on va la restructurer pour qu'au lieu que ce soit 3 millions à Paul, cette donation se transforme en 1,5 million à chacun de ses enfants. Et tout en évitant d'attendre pour que ensuite Paul décède ou Paul fasse une donation, qu'on reprenne des donations, ainsi de suite, Tu reviens à faire quoi? Tu reviens à dire au niveau de monsieur, je reprends les 3 millions et je retransmets 1,5 million à chaque enfant. J'évite que Paul utilise ses abattements, son barème pour transmettre à ses deux petits-enfants. Et je peux en plus déduire ce qui a déjà été payé lors de la transmission à Paul, voire si ça a été fait il y a plus de 15 ans, redispatcher sans droit de donation complémentaire. Il y aura toujours des droits de partage, mais qui sont beaucoup plus faibles. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue chiffré? Là, on est dans une situation où il y a un patrimoine de 3 millions. Il y a 3 enfants. Chaque enfant a 2 enfants. 3 enfants, 6 petits-enfants. Donc, premier cas, j'ai fait une donation classique. 3 millions, 3 enfants, 1 million par enfant, et que les chiffres sont bien faits. Donc, ça fait 638 de droits de transmission, 40 de frais de donation. Bref, vous avez environ 680, alors près de 700 000 euros de droits qui ont été payés sur l'ensemble des 3 millions à la première transmission. Deuxième transmission, donc là, les 3 enfants transmettent aux 6 petits-enfants. Et donc là, il reste 386 par parent, puisqu'il y a déjà eu les premiers droits qui ont été payés. Il y a 333 000 euros de droits qui sont payés au total. Bref, à la fin, a été payé 1 million. Donc, il y a un tiers des 3 millions entre les grands-parents et les petits-enfants qui sont partis en droit. Voilà. Ils sont partis à l'État. Et un peu au notaire, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que ça change si on fait une donation transgénérationnelle? Là, on est dans le cas le plus favorable, évidemment. On va dire que ça fait plus de 15 ans que j'ai donné à mon enfant. Mon enfant, il a construit son patrimoine. Il vient me voir, il me dit, écoute, finalement, j'en ai pas besoin en fait de ce patrimoine. Moi, j'aimerais transmettre à mes enfants. Et attends. Plutôt que toi, tu transmettes du patrimoine, on va reprendre ce que je t'ai déjà transmis. On va gagner des droits comme ça. Et donc là, j'ai 3 millions, 3 enfants, donc je les fais remonter, je les réintègre pour les retransmettre aux 6 petits-enfants. J'ai des droits de transmission, de partage qui vont être uniquement de 75 000 euros parce que je ne vais payer que les droits de partage. Il n'y aura pas de fiscalité, de droits de donation. Un peu de frais également au niveau du notaire. Et donc là, on voit qu'au total, on a payé de l'ordre de 800 000 euros. Donc, on a 250 000 euros de différence. Donc, on a quand même 23% de différence d'économie entre les 1 million et les 793. Donc, Gabriel nous a expliqué une donation transgénérationnelle. Et donc, nous, on va regarder la donation résiduelle ou graduelle. Donc, encore un autre type de donation. Quel est le principe de cette donation? Eh bien, c'est quand on souhaite donner à 2 personnes et de manière successive. Donc, dans un premier temps, le donateur il cède à une première personne et au décès de cette première personne, ça ira à un second bénéficiaire. Quels types de biens peuvent être concernés? Petite précision, c'est uniquement des biens identifiables. Une maison, des meubles, un contrat financier, mais ça ne peut pas être une somme d'argent ou bien une quote-part d'un patrimoine. Quels sont les bénéficiaires? Autre chose importante, ils doivent être définis à l'avance. Ça veut dire que dès l'origine de cette donation, on doit dire qui est le premier et le second bénéficiaire. Ça peut être une personne morale en tant que second bénéficiaire et ça peut aussi être des personnes qui ne sont pas encore nées. Alors, donation résiduelle graduelle, finalement, quels sont les avantages de faire une donation en 2 temps?
Eh bien, par exemple, si vous souhaitez conserver un bien dans votre giron familial, eh bien, c'est possible de le faire, par exemple, à votre enfant, puis à votre petit-enfant, pour s'assurer que ça va rester dans votre famille. Vous pouvez faire cette donation résiduelle ou graduelle. Également, si vous êtes remarié, par exemple, et que vous souhaitez vous assurer que votre nouveau conjoint aura de quoi maintenir son train de vie, mais que vous souhaitez quand même transmettre finalement le bien à votre enfant, eh bien, dans un premier temps, votre nouveau conjoint, et puis dans un deuxième temps, votre enfant. Et donc ça permet de ne pas perdre le bien et de s'assurer qu'il restera dans votre famille. Ça peut aussi être, par exemple, en cas d'enfant handicapé, si celui-ci a une espérance de vie plus réduite, et bien dans un premier temps à ce dernier, et puis dans un second temps à son frère ou à sa sœur. Et également, tout à fait pour optimiser les droits, parce que vous transmettez votre patrimoine sur plusieurs générations, et donc vous verrez que finalement, ça a aussi un intérêt fiscal à faire cela. Donc, voilà, le fait qu'on puisse faire cette donation graduelle résiduelle en donation partage, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on comble les mécanismes intéressants ensemble. Donc, fiscalement, comment ça se passe pour une donation résiduelle ou graduelle? Donc, premier temps, Monsieur Patrimoine qui a son bien immobilier à 100 000 €, il souhaite dans un premier temps le donner à Marie, puis à Paul, qui est son frère cadet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Monsieur Patrimoine donne le bien à Marie, on va payer la fiscalité basique qu'on l'a vue depuis le début. Au décès de Marie, ce bien ira à Paul, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, normalement, il devrait payer la fiscalité entre frères et sœurs, mais là, vu qu'on est sur une donation graduelle ou résiduelle, eh bien, la fiscalité qu'on va appliquer, c'est celle de Monsieur Patrimoine à l'origine à Paul. Et donc, la fiscalité en ligne directe est beaucoup plus avantageuse que celle de frères et sœurs, parce que frères et sœurs, on est sur 55% là-dessus. Donc, ça peut chiffrer assez vite. Donc, ça, c'est tout l'intérêt fiscalement de faire une donation graduelle ou résiduelle. Et puis, à noter que si le bien prend de la valeur, eh bien, qu'il vaut 200 000 € au moment du décès de Marie, eh bien, pour Jean, on va appliquer de la fiscalité sur une valeur de 200 000 € entre Monsieur Patrimoine et Jean, mais on aura le droit de déduire la première fiscalité qu'a payée Marie. Donc, finalement, ce sera une fiscalité sur cette plus-value-là. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant en termes de mécanisme, et on le verra juste après de manière chiffrée. Quelle est la différence entre résiduel et graduel? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ces deux termes. Alors, tout simplement, graduel, cela signifie que le premier bénéficiaire n'a pas le droit de vendre, de donner le bien. Il doit vraiment le conserver intact pour le second bénéficiaire qui, lui, sera amené à le recevoir. Et donc ça, c'est typiquement la situation si, par exemple, on veut protéger un bien familial et qu'on ne veut pas que le premier bénéficiaire puisse le vendre. Résiduel, on est plus souple, c'est-à-dire que le premier bénéficiaire peut disposer librement du bien comme il l'entend et il devra transmettre ce qu'il reste au second bénéficiaire. Donc, par exemple, pour une donation de capitaux mobiliers, c'est tout à fait envisageable. Si on veut permettre à son conjoint de maintenir son train de vie, eh bien, celui-ci pourra utiliser ce contrat et au décès de ce conjoint, eh bien, ça ira à votre enfant et votre enfant récupérera ce qu'il reste de ce contrat. Donc voilà, ces deux situations peuvent tout à fait être adéquates selon la situation. Et passons aux chiffres. Alors, on va retrouver Monsieur Patrimoine, qui a eu une fille d'une première union qui s'appelle Marie. Et ensuite, il s'est marié quelques années plus tard avec une personne qui donc s'appelle maintenant Madame Patrimoine. Donc, ils ont leur maison et lui, son souhait, c'est qu'à son décès, sa seconde épouse puisse profiter de ce bien. Mais s'il fait rien du tout, on peut revenir un peu en arrière parce que là, je pense que ce n'est pas le bon slide. Hop, encore en arrière. Voilà, parfait. Non, en avant. Merci. Et donc là, s'il ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Soit il décède et ça ira à sa fille, Marie. Mais donc, madame, vous doutez bien que c'est peut-être un peu compliqué d'occuper un bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Bref, comment ça va s'articuler? Ou deuxième cas, il transmet à madame. Mais à ce moment-là, à son décès, madame, elle va transmettre à ses héritiers. Ça, c'est le cas 1. Et Marie, ce n'est pas son héritière. Ou le cas 2, a fait un testament, a transmet à Marie. Mais dans ce cas-là, madame et Marie étant des tiers, complètement, la fiscalité, c'est 60%. Donc, c'est colossal. Donc là, on se dit, donc déjà, on aimerait, flécher le parcours du bien immobilier, pour que ça aille à madame, ensuite à Marie. Et de deux, on aimerait éviter les 60% de fiscalité. Donc, on utiliserait dans ce cas-là une donation graduelle
ou résiduel pour maintenir le bien. Qu'est-ce que ça donnerait en termes de chiffres? K1, on n'a rien fait, donc sans donation graduelle pour mesurer quand même l'impact. Donation entre monsieur et madame, 22 000. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas de droit de succession entre époux. En revanche, il y a des droits de donation avec un abattement de 80 000 euros. Donc là, on est dans une donation, on n'est pas dans un legs à titre de succession, donc 22 000 euros de droits. K2, fiscalité 2, pardon, transmission de madame à mari, puisqu'il y a un testament qui transmet. Boum, 60% sur 200 000, 120 000 euros. Limite, le mari va être obligé de revendre la maison pour pouvoir les payer. Donc, à la fin, ça fait quand même 140 000 euros de droits à payer. Avec une donation, fiscalité 1, boum, 22 000 euros, ce que je donne à madame. Deuxième fiscalité, ensuite, au décès de madame, ça va à mari. Et là, on va regarder les droits de donation entre monsieur et mari. Du coup, ça évite de passer d'être un tiers, de passer par la voie tiers. Et du coup, là, on a des droits de 18 000. Et donc, ça fait un total de 40 000. Donc, on passe de 142 à 40 000. C'est colossal. Deuxième situation, là, on a monsieur qui veut transmettre in fine à son petit enfant. Mais bon, il est mineur, il est jeune, il ne peut pas forcément encore gérer le bien. Et donc, il souhaite que ce soit d'abord transmis à sa fille Marie, avant d'être transmis à son petit enfant. Donc, dans le cas 1, s'il ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Le bien vaut 250 000 euros. On a une valeur un peu différente. On a 100 000 euros d'abattement, il reste 150 000 euros d'imposable, 30 000 de droits à régler. Boum, deuxième fiscalité. À nouveau, un ticket à un peu plus de 30 000 à payer au total. Donc, ça fait un total de 28 ans. On a plus de 60 000 euros de droits à payer. Deuxième situation où là, en revanche, on a anticipé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a une donation graduelle. Donc, je donne d'abord à Marie et ensuite, c'est retransmis à Paul. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va déduire les droits on va déduire des droits que Paul a à payer, les droits que Marie a déjà payés. Donc, du coup, on va gagner dessus de l'ordre de 14 000 euros par rapport aux 60 000 euros à payer à l'origine. Donc là, on a vu différents types de donations. Et maintenant, on va regarder comment on peut encadrer ou limiter leurs usages. Parce que là, on s'est quand même axé aussi sur comment fiscalement être optimisant. Et donc, on va voir différents types de mécanismes, notamment le legs avec charge ou la donation avec charge, qui peuvent être assez intéressants. Donc, petite mise en situation, on a notre monsieur patrimoine qui, cette fois, a un frère et ce frère a une fille, donc il a une nièce à qui il souhaiterait transmettre. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Eh bien, sur son bien immobilier de 600 000 euros, on a un abattement en ligne directe de 7 900 euros, donc pas très élevé. On a une base taxable donc de 592 000 euros. On paye notre fiscalité de 55% entre tante, oncle et neveu, nièce. Et donc, le patrimoine transmis, il est 274 000 euros. Donc là, on constate que sa nièce va récupérer moins de la moitié, ce qui, en général, provoque la vente d'un bien immobilier, par exemple. Et donc, on va aller chercher des solutions. Voilà, la vente à charge de rente viagère et le legs à charge, notamment, qui peuvent aider là-dessus. Et donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est la donation posthume. Donc là, donation quand on est mort, ce qu'on va appeler le legs. Un legs, c'est une donation quand on est décédé avec charge. L'idée, c'est quoi? C'est de transmettre avec une obligation derrière que doit exécuter celui qui reçoit. Alors, évidemment, il faut que cette exécution, faut que cette charge, elle soit. C'est une obligation. Hein, il ne peut pas ne pas le faire. Hein. S'il ne le fait pas, ça peut annuler le legs. Ça peut le révoquer. Et donc, cette obligation, évidemment, elle ne doit pas être immorale, elle ne doit pas être illicite, elle ne doit pas être surdimensionnée ou irréalisable, parce que sinon, forcément, ça rend le legs inacceptable et ça l'annule. Et donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est de transmettre potentiellement à une fondation avec une charge derrière qui serait de retransmettre ensuite une partie à un héritier. Alors, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que l'assiette des droits ne serait pas la même. Donc, si on passe au slide d'après, on est sur un patrimoine de 100 000 euros. Imaginons que je fais un legs à des personnes qui ne sont pas mes héritiers en ligne directe. Je vais avoir mes 60% d'imposition.
Donc, sur 100 000 euros, il y en a 60 000 qui vont aller à l'État. Il reste 40 000 euros qui vont arriver à bonne destination. Imaginons que je fasse un leg avec charge en passant par une fondation. En fait, je vais transmettre mes 100 000 euros à la fondation. La fondation, elle, ne sera pas imposée, puisqu'on ne sont pas imposés les legs avec charge à la fondation. Et on peut donner à charge à la fondation, sur ces 100 000, d'en retransmettre 40 000, comme ça on reste sur la même valeur, à une personne décidée. Sur ces 40 000, il y aura un peu d'imposition, mais vous voyez, enfin, il y aura beaucoup d'imposition, jusqu'à 60%. Mais vous voyez bien que du coup, on va payer 60% sur 40 000 au lieu de payer 60% sur 100 000. Donc, l'assiette n'a rien à voir. Et au final, l'État va recevoir 24 000 euros, la fondation 36 000, 24 plus 36, 60. Et la personne à qui on voulait donner 40 va bien recevoir ces 40. Donc, ça permet le leg avec charge de transmettre à un tiers en limitant la fiscalité, en passant par une fondation qui va nous permettre de changer l'assiette des droits. C'est un peu la même logique quand on parlait de dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup de donner tard? Oui, ça vaut le coup si on paye les droits. Là, c'est pareil. Et comme c'est un leg, bah, du coup, on est décédé parce qu'on avait besoin de l'argent, de la somme du patrimoine en question. Vous ne pouvez pas faire cette donation, mais on peut passer par une fondation et c'est bien plus optimisé quand il y a un tiers et ça permet potentiellement de transmettre, de réaliser une œuvre qu'on voulait réaliser et également de transmettre les fonds à une personne que vous voulez allotir. Tout à fait. Donc ça, c'était le leg avec charge qui est assez massif. Et on a également la donation avec charge. Donc la donation avec charge, ce sera lors de votre vivant. En fait, c'est une donation qui fait naître une charge. C'est celui qui va recevoir la donation. Donc, à noter plusieurs points, notamment le fait que la charge, elle doit être inférieure à la valeur du bien. Par exemple, si la charge de la donation, c'est je fais cette donation et charge pour toi de m'entretenir avec une rente viagère, eh bien, la rente viagère ne peut pas être supérieure à la donation. Sinon, là, ce n'est pas admis. Deuxième chose, on peut intégrer une clause d'inaliabilité dedans qui doit être, elle, temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Par exemple, eh bien, je donne cet appartement à ma fille, elle ne doit pas le vendre, ça c'est la clause, parce que cet appartement produit des loyers qui lui permettent de financer ses études. Ça, c'est une clause qu'on peut tout fait intégrer dans une charge parce qu'il y a un intérêt sérieux et légitime. Chose qu'on ne peut pas faire, c'est avoir quelque chose comme des choses contraires à l'ordre public. Et ça, c'est pas OK. On ne peut pas interdire une donation si on souhaite que la personne se marie ou ne se marie pas avec telle ou telle personne. Voilà. Il y a aussi d'autres types de donations avec charge qui sont la donation avec conditions suspensives. Donc là, par exemple, la donation, elle ne se réalise que si la condition se réalise. C'est un petit peu différent. Par exemple, je donne mon entreprise à ma fille si elle obtient son diplôme. Et ça, c'est justifiable. On peut se dire, bah, pour gérer l'entreprise, elle a besoin d'un diplôme en management, donc je lui donne à condition que. Ça, c'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de mettre une condition qui dépend de votre fait. Par exemple, je donne mon entreprise à ma fille si je décide de partir à la retraite avant tel âge. Ça, c'est pas OK parce que c'est pas une condition, c'est une condition qui va dépendre de vous. Et donc ça ne fonctionne pas comme condition suspensive. Voilà. Donc ça, c'est la donation avec condition suspensive. Et donc, son inverse, c'est la donation avec condition résolutoire. Donc, la première qu'on a vue, c'est « je donne si ». Et là, c'est s'il se passe quelque chose, eh bien, dans ces cas-là, la donation s'annule. Donc, c'est son inverse finalement. Donc, si quelque chose se passe, la donation sera annulée. Dans quel cas ça se présente? Par exemple, je donne l'appartement à mon fils si il ne décède pas avant moi. Donc, ça signifie que si le fils décède avant le donateur, eh bien, la donation est annulée et le bien revient dans le patrimoine de son père ou de sa mère à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant si on veut que le bien reste dans notre main si jamais. Donc, le bien réintègre le patrimoine comme s'il ne s'était rien passé. La seule chose à avoir bien en tête, c'est le fait que vous avez payé les droits de donation et ceux-là ne vous seront pas restitués. Donc, il ne faut pas faire cette donation en se disant que ça pourra être annulé si besoin parce qu'il y a vraiment ce fait qu'on ne vous restituera pas ces droits de donation là-dessus. Et donc, dans 5e partie, on va voir
un outil dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense que vous aviez tous un peu en tête, c'est l'assurance vie. C'est quand même l'outil par excellence qui est évidemment utilisé dans des sujets de transmission. Et on va voir quelles sont les règles qui s'appliquent, l'importance d'aménager les clauses bénéficiaires qui sont liées, notamment le démembrement qui peut être appliqué à l'assurance vie, également les clauses à option, ainsi de suite. Et on finira par un petit cas pratique chiffré pour clôturer cette matinée. Donc, on commence par les règles applicables. Donc, déjà, tout ce qu'on a dit précédemment ne s'applique pas à l'assurance vie. L'assurance vie est hors succession, c'est une bulle à part. Donc, elle a ses règles qui lui sont propres. Et donc, quelles sont les règles qui sont propres à l'assurance vie? Le principe, c'est qu'en fonction de la date de versement du capital, ce n'est pas la même fiscalité qui s'applique. Si j'ai versé le capital, les primes avant 70 ans, j'ai été exonéré jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Ça n'a rien à voir avec les 100 000 euros abordés précédemment ou les 32 000 ou ainsi de suite. C'est vraiment un abattement en plus et c'est par bénéficiaire. Peu importe que ce soit mon fils, mon neveu, mon cousin, on s'en fiche. 152 500 par bénéficiaire. Ensuite, 20% jusqu'à 852 000. Donc, on a 700 000 euros qui sont imposés à 20%. Et puis ensuite, 31%. Donc, vous voyez bien qu'on utilise l'assurance vie du coup pour sortir des choses de la bulle première du patrimoine pour la mettre dans cette bulle-là et comme ça faire baisser les barèmes des deux côtés. Sachant que ça, c'est exo 152 500 euros par bénéficiaire, par souscripteur. Donc, ça veut dire que pour un enfant, vous avez quasiment 300 000 euros entre les deux parents qui peuvent être transmis via ce biais. Vous rajoutez les 200 000. Si on gère bien, il y a déjà à minima 500 000 euros qu'on peut transmettre sans fiscalité. Vous rajoutez de la nue propriété, vous rajoutez des choses, ainsi de suite. On peut vraiment, vraiment fortement optimiser les choses. Si ces sommes ont été versées après 70 ans, là, c'est là que c'est très important et dans la suite, notamment dans les clauses, on en parlera vraiment, c'est très, très important. Dans ce cas-là, on n'a plus l'abattement de 150 000 euros par bénéficiaire. On n'a plus qu'un seul abattement pour tout le monde de 30 500. Donc, s'il y a 10 personnes, c'est 3 500 euros d'abattement chacun. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même. L'intérêt de l'après 70 ans, c'est quand même que les intérêts, eux, ne seront pas fiscalisés. Donc, tout ce qui aura été versé après 70 ans, tous les revenus qui auront été créés ne seront pas fiscalisés. Un point très important, ça, c'est les règles sur l'assurance vie à date. Les règles changent en fonction de la date d'ouverture de l'assurance vie. Donc, si vous avez des vieilles assurances vie, 98, 92, au niveau des dates d'ouverture, c'est très important d'en parler parce que là, on peut se retrouver dans des régimes où on est complètement exonéré d'imposition. Donc, vraiment, là, il faut vraiment faire très attention à ça. Et donc, Gabriel a parlé de l'importance de la clause bénéficiaire et donc, on va souligner ce point et expliquer le pourquoi. Donc, comme il l'a dit, la clause bénéficiaire, on peut vraiment désigner qui on souhaite sur cette dernière. Donc, nos enfants, notre conjoint, un tiers, une fondation, les deux à la fois, c'est vraiment totalement modulable là-dessus. Donc, on est assez libre sur la rédaction de notre clause bénéficiaire. Quelle est la clause standard? Ça veut dire si on ouvre un contrat d'assurance vie et qu'on ne fait rien, qu'on ne la rédige pas, eh bien, par défaut, les sommes iront à votre conjoint ou à vos enfants ou à vos héritiers, dans cet ordre-ci. Et donc, l'absence de rédaction de clause peut avoir des impacts également fiscaux importants. Par exemple, si vous ne rédigez pas la clause, au moment de votre décès, les sommes iront à votre conjoint. Elles iront à votre conjoint, mais cela repassera dans son actif successoral. Au décès de votre conjoint, si celui-ci n'a pas utilisé les sommes, eh bien, elles seront refiscalisées sur le barème qu'on a vu tout à l'heure, pourquoi pas à 45%, avant d'être intégrées dans le patrimoine de vos enfants. Donc, finalement, si vous désignez pas vos enfants directement, ce qui est possible de faire, ça passe par la case de votre conjoint et c'est retaxé une deuxième fois. D'où peut-être l'intérêt de directement désigner vos enfants si votre conjoint n'a pas besoin des sommes pour maintenir son train de vie. Donc ça, par exemple, ça peut avoir des impacts importants juste via une rédaction, finalement. Un point important aussi qu'on n'a pas précisé, mais on dit on peut mettre qui on veut comme bénéficiaire, c'est vrai. Donc là, on va me dire oui, mais quid de la réserve héréditaire? Alors, il y a quand même une limite qui est que, donc, parce que c'est hors réserve héréditaire, il ne faut pas que ce soit disproportionné par rapport à son patrimoine.
Donc ça, comment ça se voit? Ben, c'est tout simplement, il faut regarder la jurisprudence qui va définir cette notion de proportion. Si vous mettez 100% de votre patrimoine en assurance vie pour donner à votre neveu qui est quand même beaucoup plus sympa que vos enfants, voilà, il y aura une action en justice et il y a de fortes chances enfin, c'est sûr même que le versement sur l'assurance vie sera considéré comme excessif et que du coup, ça sera requalifié. On poursuit du coup l'importance de la clause bénéficiaire à option. Alors, si vous vous souvenez, quand on a parlé de transmettre à ses petits-enfants, on s'est dit une des données, maintenant, une des configurations qu'on a, c'est que les enfants n'ont plus forcément besoin de l'héritage et souhaitent le refuser pour que ça aille directement aux petits-enfants. On va dire, est-ce que c'est possible avec une assurance vie? Ben oui, c'est possible avec une assurance vie. Souci, si vous refusez la clause, si vous refusez la clause bénéficiaire, vous êtes obligé de la refuser en totalité. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir la refuser de manière limitée, de donner le maximum d'opportunités, puisque ça se trouve, l'enfant dit, OK, je n'ai pas besoin de 100 000, mais j'ai besoin de 50. Mais après, le reste, j'aimerais que ça aille directement à mes enfants, et comme ça permet d'utiliser mieux les droits. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une clause à option qui va permettre tout simplement à la personne qui va hériter de pouvoir cantonner, de pouvoir choisir à quel point il renonce à l'héritage du contrat d'assurance vie. Exactement. Maintenant, un dernier mécanisme qu'on va voir, on va prendre 5 minutes complémentaires pour expliquer le démembrement qu'on peut appliquer à l'assurance vie. Et ça, c'est hyper important. Donc, le démembrement qu'on a vu tout à l'heure sur un bien immobilier, ça peut être assez étrange de se dire comment on l'applique à un contrat d'assurance vie parce que finalement, on n'a pas de loyer, on n'a pas les murs. Donc, c'est un peu plus compliqué à s'imaginer, mais c'est tout à fait possible à effectuer. Donc, vous êtes détenteur d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez tout à fait nommer un usufruitier et un nu propriétaire de ce contrat. Pourquoi on pourrait faire ça? Parce qu'au moment de votre décès, vous laisseriez l'opportunité à l'usufruitier de pouvoir utiliser les sommes librement, tout en optimisant la transmission, parce que décès de l'usufruitier, eh bien, c'est bien le nu propriétaire qui va être bénéficiaire des sommes avec la fiscalité avantageuse. Voilà. Comment on fait fiscalement finalement? Eh bien, on va appliquer l'abattement qu'on a vu tout à l'heure qui était très avantageux sur le nu propriétaire selon le pourcentage qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau de démembrement. Donc, s'il faut retenir quelque chose sur le démembrement de l'assurance vie, c'est que ça permet à l'usufruitier de disposer librement des sommes, voire d'intégralement les dépenser s'il le souhaite. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est si jamais l'usufruitier dépense toutes les sommes, le nu propriétaire, par exemple, l'usufruitier, c'est votre conjoint, le nu propriétaire, vos enfants, votre conjoint utilise toutes les sommes du contrat, quel est l'intérêt finalement pour les enfants? Eh bien, dans ces cas-là, cela va laisser une créance sur une autre somme du patrimoine de l'usufruitier sur lesquelles il ne paiera pas de droit de succession là-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, que les sommes soient utilisées ou non, eh bien, ça restera avantageux pour le nu propriétaire. Donc, au décès de l'usufruitier, eh bien, ce sera le nu propriétaire qui deviendra plein propriétaire du contrat et qui aura bénéficié de la fiscalité avantageuse du décès, du tout premier décès du détenteur du contrat. Donc, c'est vraiment hyper impactant en termes de montant et on va le voir dans un cas pratique juste après. Donc, en fait, on peut permettre de transmettre un capital en 2 fois avec seulement un passage par la case fiscalité avantageuse directement pour vos enfants. Ça, c'est assez massif. Donc là, on va passer au petit cas pratique. Et donc, le cas pratique, donc sans démembrement de la clause bénéficiaire. Le contrat vaut 500 000 €, je transmets, c'est la clause classique, donc à mon conjoint, à défaut mes enfants, je décède, mon conjoint hérite. Il ne paye pas de droit de succession, puisque c'est exonéré entre conjoints. Super, on grince un peu des dents, on a utilisé un contrat qui est là pour réduire, qui est spécialisé dans la réduction des droits de succession, on l'utilise pour transmettre à quelqu'un qui ne paye pas de droit de succession. Un peu dommage quand même. Bon, c'est pas grave. Cette personne, elle a reçu donc le patrimoine. À son décès, il reste 150 000 €. La personne a en plus 350 000 € de patrimoine personnel. Donc, il y a 500 000 € qui sont transmis aux enfants. Les enfants vont payer 94 000 € de droits. Il va rester 400 000 €. Alors, en payant 300 000 € de droits, il va rester 400 000 €. OK. Deuxième cas, j'ai fait ma clause bénéficiaire démembrée parce que voilà, mon conjoint, j'ai envie qu'il soit protégé quand même, c'est le plus important. Et puis après, je vais utiliser quand même transmission à mes enfants.
je décède. Les enfants vont payer quand même un petit peu de droits, 27 000. Donc attention dans la rédaction de prévoir que sur le contrat soit pris ces 27 000, ou en tout cas qu'il soit pris quelque part, pas qu'ils se retrouvent à payer de l'argent sans en avoir. Au décès de mon conjoint, comme tout à l'heure, une partie a été utilisée. Donc il ne reste plus que 150 000 euros. Donc, et à côté, la personne a 350 000 euros. Vous voyez que les chiffres sont bien faits. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont arriver à la succession, ils vont dire, écoutez, c'était un contrat de 500 000, il reste 150, donc on a une créance. On est créancier pour 350 000, ce qui manque entre 500 et 150. Et donc, ils vont aller récupérer les 350 000 en amont sur le patrimoine avant qu'on liquide la succession. Donc, du coup, 500 000 euros de patrimoine restant, ils vont aller récupérer 350. Il va rester que 150 000 euros. Du coup, avec les abattements, il n'y aura pas de droit de transmission. On aura payé en tout et pour tout que les 27 000 euros du premier décès versus les quasiment 100 000 euros. Et donc, les enfants récupèrent au global entre eux à partager 472. On voit qu'on a divisé les droits par 3 quand même. Donc, c'est quand même colossal. Donc, c'est un gain de l'ordre de 70 000 euros. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un gain de l'ordre de 70%. Là, on voit mieux l'enjeu. Merci donc, Alizé et Gabriel pour cette super présentation qui était dense en informations. Et je remercie aussi les gens qui ont posé des questions dans le chat. Il y en a même les 2 dernières dont Alizé et Gabriel répondront dans la partie questions-réponses de la fin de cette présentation. Je vais vous envoyer dans le lien, du feedback form dans le chat pour que vous puissiez répondre. Je vous rappelle que ce feedback form est très important pour nous parce qu'il nous permet de nous améliorer de formation en formation, et aussi pour vous, si vous souhaitez récupérer la présentation, les slides qui vous ont été présentés, vous pourrez en faire la demande dans ce questionnaire. Il y a aussi une question qui vous demande si vous souhaitez être rappelé par Culture Patrimoine. Moi, je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir se poser pendant 1 heure de rendez-vous non facturé pour pouvoir faire le point sur votre situation et voir ce qu'on peut vous apporter, quelle plus-value on peut générer pour votre patrimoine. Et souvent, on pense qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'on a déjà fait une donation ou ce genre de choses, mais on peut trouver des pépites et faire gagner des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros grâce à une optimisation complémentaire qui n'aurait pas été vue initialement. Donc, moi, je vous invite à cocher la petite case, être rappelé par Culture Patrimoine. Ça ne vous coûtera rien et je pense que vous avez même tout à gagner à le faire. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour pouvoir répondre à ce questionnaire, et ensuite, je rendrai la parole à Gabriel et à Alizé pour la partie du question-réponse.